Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à Walfnet et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agora. Agora, une émission que j'ai le plaisir de vous présenter en même temps que Charles Gaïkidien de Walf Quotidien. Charles, bonsoir. Bonsoir, Moustapha. Face au manque de confiance généralisé, quelle doit être l'attitude des jeunes? C'est autour de cette question que nous allons échanger avec mes invités pendant 45 minutes. Parmi ces invités-là, il y a d'abord Edouard Sen. Edouard Sen est inspecteur des impôts et domaines. Il est également philosophe. Edouard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes d'ailleurs à votre deuxième numéro d'Agora. Exactement. Merci pour la fidélité. Nous sommes également avec Guy Silva Cham. Il est lui professeur de finance à l'université de Bambey. Monsieur Cham, bonsoir. Bonsoir, Charles. Merci à tous les deux d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Alors, on parle de manque de confiance. Monsieur Cham, je vais commencer avec vous. Ce manque de confiance-là, quand on parle de manque de confiance, c'est une réalité dans le constat de tous les jours, c'est une réalité ou bien c'est une simple impression que l'on a, un sentiment? Merci beaucoup, Moustapha. Il est difficile de réfuter cette assertion parce qu'aujourd'hui, on vient tout juste de le déplorer avec les jeunes de Yarar qui sont partis. Ce phénomène qu'on pensait oublier de Bassa ou Bassa, qui existe toujours, c'est l'illustration parfaite de manque de confiance par rapport au système économique du Sénégal. Et peut-être que c'est ça qui va poser le débat en réalité. Est-ce que nous avons suffisamment confiance dans notre système économique pour penser que nos actions de création d'entrepreneuriat pourront nous servir? Et c'est donc l'illustration, comme je le disais, qui en est donnée avec nos jeunes de Yarar qui sont malheureusement... 9 jeunes, hein, dont voilà, les 8 sont officiellement déclarés morts, ce qui rappelle que le phénomène Barça ou Barça qu'on avait tendance à oublier reste une réalité. Mais au-delà de ce phénomène-là, est-ce qu'il y a dans nos entreprises, dans nos activités de tous les jours, un constat qui fait que là, on est sûr qu'il y a un manque de confiance? J'ai des étudiants en Master 2, en Master 2, en Master 1, en finance, en comptabilité, en contrôle, qui aujourd'hui peinent jusqu'à présent à trouver ne serait-ce qu'un stage dans l'organisation. Et pourtant, ils ont fait un cursus complet, un très bon cursus, 5 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train tous d'essayer de passer dans la fonction publique. Mais la fonction publique ne pourra pas tout absorber. Derrière, c'est le privé qui doit le prendre. Le privé ne les prenant pas, ils sont là, ils sont encore chez eux, ils ont 24 ans, 25 ans, 26 ans, ils sont encore chez eux à faire quoi? Aujourd'hui, moi j'ai ce problème, tous les jours des étudiants m'envoient des textos, m'appellent pour me demander, professeur, est-ce que vous pourriez nous mettre en rapport avec quelqu'un pour trouver un stage? Donc là, c'est un problème. Et ça, on parle d'étudiants qualifiés, de jeunes qualifiés. Prenons le cas des jeunes qui ne sont pas qualifiés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça ce problème fondamental. Et là, il est temps d'en parler. Alors, Edouard, pour faire peut-être, disons, un peu d'historique, ce manque de confiance-là, on le situe où? Il vient d'où? Quelle en est la genèse? Merci pour l'invitation. Je pense que par rapport à la question que vous avez soulevée, ce manque de confiance, je pense qu'il naît en fait de la pauvreté, d'un état de vulnérabilité aujourd'hui qui est constaté, ou de paupérisation qui est constaté dans le Sénégal. Comme il a si bien dit, aujourd'hui, c'est vrai, les statistiques, si je ne m'abuse, disaient qu'en fait, dans le marché de l'emploi, pratiquement 200 000 jeunes, chaque année, étaient versés dans le marché de l'emploi. Au moment où on a une activité économique qui est au ralenti. Et ça, ce n'est qu'une petite goutte d'eau dans la mer comparée, en fait, à cette population très jeune qui n'a pas fait d'études, sans qualification, sans métier, et qui finalement est désemparée et qui, effectivement, pour essayer de s'en sortir, essaie, ou en tout cas prennent les pirogues de fortune pour aller soit en Espagne, soit en Italie, avec toutes les conséquences qu'on voit. Maintenant, cette situation, je pense que les causes de ce mal-être, ou de ce malaise même de cette jeunesse-là, les causes sont à chercher, je pense, à plusieurs niveaux. Tout à l'heure, dans les coulisses, on discutait. Moi, pour ma part, je considère que
il faudrait qu'au Sénégal, que les gens commencent à réfléchir fondamentalement sur notre potentiel démographique. C'est vrai que c'est une question qui peut fâcher ou qui peut mettre mal à l'aise certains, mais aujourd'hui, il faut que les gens commencent à réfléchir sérieusement sur la question démographique pour essayer de, je pense, la rationaliser. Parce que je pense qu'il y a peut-être certains comportements qui sont à l'origine. Vous pensez qu'on est trop nombreux là? Pas trop nombreux, peut-être souvent il arrive qu'on fasse n'importe comment des enfants. Dans ce pays-là, c'est vrai qu'il y a, j'ai l'habitude de dire, il y a souvent une indiscipline, vous m'excuserez du terme, mais il y a une indiscipline sexuelle qui fait que peut-être tu vas avoir certaines personnes qui n'ont pas souvent assez de moyens, qui se permettent souvent de prendre 2 femmes, 3 femmes avec naturellement des enfants. Qui après, oui, après c'est un peu difficile, un peu compliqué. En fait, la pauvreté, elle augmente, elle va s'accentuer. Et souvent, c'est des situations de détresse ou de trucs. Souvent, même pour acheter un ticket de 1000 francs pour une consultation, les gens, ils n'ont pas. Après, les enfants aussi, la question des enfants de la rue, on en a. Il y a quelque temps, ça a fait débat ici avec les talibés, les enfants de la rue. Et je pense qu'une jeunesse, on ne peut pas accepter qu'une partie de la jeunesse, surtout des enfants qui doivent être l'avenir d'un pays, soit laissés à eux-mêmes dans la rue, sans éducation, sans formation. Ces gens-là, demain, qu'est-ce qu'ils deviendront? Alors, il disait tout à l'heure, M. Thiam, que parfois, il arrive que des étudiants qui ont reçu une bonne formation peinent à avoir un stage. Ne parlons même pas d'emploi. Mais très souvent, on dit également que beaucoup d'échecs sont dus au manque de confiance. C'est-à-dire un étudiant qui vient chercher un emploi ou bien un stage, mais qui n'a pas la confiance en soi, qui fait qu'il puisse aborder les difficultés, les surmonter. Qu'est-ce qui explique ça? C'est vrai que même moi, dans mes heures perdues, j'enseigne la fiscalité dans certaines... Effectivement, très souvent, il y a des étudiants en master 2 qui t'interpellent pour te demander si tu peux leur trouver un stage. Et parce qu'après, ce manque de confiance va jusqu'à penser que dans ce pays-là, il est même impossible de s'en sortir si tu n'as pas un bras long, ce qu'ils appellent un bras long, si tu n'as pas une aile protectrice qui te permet en tout cas de te trouver ne serait-ce qu'un stage. Souvent ce que je leur dis, je dis au moins essayez déposer, au moins taper à toutes les portes. Après maintenant on verra, mais souvent aussi il y a une certaine paresse qu'on ne dit pas souvent parce qu'un étudiant pensant avec ce manque de confiance, il va penser qu'en réalité, il ne peut pas trouver un stage s'il n'y a pas un appui derrière, si tu ne téléphones pas à un ami ou à un collègue ou à une connaissance pour lui permettre d'avoir en fait ce stage-là ou d'avoir du boulot. C'est ce qui explique même au niveau de la fonction publique. Quand je terminerai par là, regardez l'affluence qu'il y a en fait, quand on organise les concours au niveau de la fonction publique. Allez-y à l'ENA, aussi bien le cycle A que le cycle B, vous voyez le nombre de jeunes qui tapent à la porte. En fait, à la limite, c'est extraordinaire. Ça signifie qu'aujourd'hui, la question de l'emploi, c'est une question que le gouvernement, l'État doit prendre à bras le corps et naturellement avec toute une population qui doit se mobiliser et qui doit se dire également que cette question-là, c'est une question nationale. D'accord. Alors, M. Thiam Edouard évoquait tout à l'heure la question de la paresse. Est-ce que nos autorités n'ont pas commis, je ne parle pas des autorités actuelles, mais les autorités qui ont eu à diriger le Sénégal là depuis son indépendance, n'ont pas réussi à faire de telle sorte que dans ce pays, beaucoup pensent que si on n'a pas de bras longs, comme le disait Edouard tout à l'heure, on ne peut pas réussir. Quand on voit par exemple
qu'au moment où les jeunes reprennent le phénomène Barça ou Barça, on leur apprend qu'on est en train de mettre sur pied une institution qui va coûter 8 milliards. Cheikh Bamba Dièye disait que c'est 8 milliards pour nourrir 150 paresseux. Est-ce que finalement, ce n'est pas ce genre d'actes-là qui font qu'on a perdu confiance? On se dit que de toute façon, ce n'est pas possible. Non, en fait, je suis d'avis que le phénomène du branlon est devenu une réalité chez nous. Ça a été une perception à un moment donné. On pensait qu'on ne peut pas y arriver sans l'aide de quelqu'un. Maintenant, c'est devenu une réalité. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a combien d'emplois créés par le privé? Mon problème, c'est que le public n'a pas pour vocation de créer de l'emploi. L'État n'a pas pour vocation de créer de l'emploi. C'est le privé qui doit créer. L'État met en place le cadre nécessaire. Malheureusement, dans nos sociétés sénégalaises, on ne nous apprend pas à être autonome très tôt. Vous voyez, il y a des jeunes adultes qui ont 25 ans, 30 ans, qui sont toujours chez le père, chez le mère, dans la famille, qui ont 20, 23, et qui sont toujours dépendants de leur père qui a 70 ans, qui sont toujours dépendants de leur mère qui a 60 ans. Et ça, par contre, on ne les pousse pas à s'autonomiser à certains moments. Et ça, c'est ça qui pose le problème. Donc, de ce fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va tous penser que maintenant, ce phénomène, on va le transformer dans l'entreprise, on va chercher à avoir dans la fonction publique, à chercher la sécurité dans l'emploi. Or, la sécurité, le principe dans la finance, c'est que le couple risque-rendement est important. Plus le risque est élevé, plus le rendement est important. Si on ne prend pas le risque et la tâche la moins risquée, c'est d'aller chercher un emploi au niveau de la fonction publique où on a la garantie de retraite jusqu'à 60 ans. Alors que dans le privé, c'est incertain. On est tout le temps en train de se battre. Malheureusement, comme tout le monde veut avoir une activité sans risque, on va tous déposer, malheureusement, Edouard, on va tous venir faire les concours de l'ENA, l'école de police, et on va être trop nombreux. On va avoir 80 000 pour combien? Pour 30 places. Et ce phénomène du manque de confiance concerne-t-il que la frange la plus jeune de la population? Parce que là, on va parler tout à l'heure de l'attitude des jeunes, mais est-ce qu'il n'y a que les jeunes qui sont concernés par ça? Non, malheureusement, ce phénomène a dépassé les jeunes maintenant. Maintenant, les jeunes, si on se réfère aux jeunes qui est limité à 30 ans, 35 ans, tu vois des adultes de 40 ans qui ont toujours ce problème-là. Et ça devient de plus en plus grave. Le problème, c'est choquant. L'Agence nationale de statistique dit en 2013 que le Sénégalais moyen a 22 ans et quelques. Un peu plus de 22 ans. Un peu plus de 22 ans. Mais le problème qu'on a, c'est que ces gars qui ont un peu plus de 22 ans et qui ont un niveau scolaire qui se limite au BFM, on a un système éducatif, malheureusement, qui ne nous prépare pas à l'emploi. Malheureusement, on a eu, à un moment donné, on a mis en place un système qui permettait d'avoir des enseignants pour remplacer le colon. On a mis en place des systèmes qui permettaient de travailler sur l'éducation de la culture. Il serait peut-être temps d'avoir des systèmes qui nous préparent à avoir un métier. À l'université, tu enlèves la faculté de médecine. Quelle est l'autre faculté qui te donne un métier? D'accord. Edouard, avant de donner la parole à Charles, est-ce que dans la manifestation de ce manque de confiance-là, est-ce qu'on ne peut pas voir derrière tous ces jeunes qui sont maintenant abonnés au chanvre indien, ces jeunes qui ont des chapelets un peu partout, ces jeunes qui suivent des marabouts qui se comportent pratiquement en gourou, est-ce que ce n'est pas le manque de confiance qui les pousse vers ça? Effectivement, c'est un exutoire pour ces jeunes-là. Et l'effet religion peut être un effet de sublimation où en réalité, à défaut de pouvoir avoir ce que l'on veut, on transfère cette énergie qui aurait pu permettre aux jeunes de pouvoir s'en sortir dans des activités qui socialement sont acceptables. C'est-à-dire le jeune qui aujourd'hui n'a pas de boulot et qui peut-être même se fait entretenir par sa maman ou par son papa, il va peut-être essayer, souvent la nuit, vous voyez des jeunes dans la rue en train de chanter jusqu'à 2h, 3h du matin. C'est effectivement un désœuvrement. Dormir toute la journée. Oui, dormir toute la journée, c'est effectivement un désœuvrement qui est à l'origine. Et autour, en fait, de ces jeunes-là, vous avez toute une pratique, en tout cas l'usage du chanvre indien, tout un ensemble de pratiques en réalité très, très malsains. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, l'éducation, c'est vrai que fondamentalement, on a un sérieux problème au niveau de l'éducation. On ne nous apprend pas très jeunes à être indépendants.
comparé au système occidental où Qui a 18 l'enfant, ans, vous prenez- même pas à 18 ans, là-bas à 3 mois, c'est la crèche. Vous ne voyez pas, papa, vous ne voyez pas maman. Vous avez votre chambre, il n'y a pas de problème. Ici, jusqu'à 20 ans, 25 ans, souvent même, vous partagez la chambre avec les parents. Ouais. Le repas, c'est à la maison. À la limite même, c'est très mal vu d'ailleurs. Quand un jeune veut prendre son autonomie, il va se trouver une chambre, on va dire, en réalité, il veut prendre le mauvais chemin, alors qu'en réalité, peut-être que c'est la voie royale pour lui de pouvoir se battre et de pouvoir s'en sortir. Absolument. Mais socialement, en réalité, On l'accepte même, pas. même ce qui est permis aujourd'hui aux garçons, par rapport aux filles, c'est à la C'est limite, impensable. c'est impensable. Alors qu'en réalité, je pense que la meilleure manière aujourd'hui peut-être de rendre beaucoup plus indépendants ces jeunes-là, c'est d'abord les responsabiliser. Et malheureusement, cette responsabilisation au niveau des parents, ça manque énormément. Socialement, il y a un poids, parce que aussi il y a une pression sociale énorme qui fait que également les jeunes, à la limite, à un certain moment, ils ne savent plus où aller. Parce que quand à la maison, vous êtes à l'université ou peut-être vous avez fait votre formation, mais que vous êtes à la recherche d'un emploi et que chaque matin, au niveau de la famille, vous êtes regardé d'un certain regard parce que tout simplement, vous n'apportez aucune ressource au niveau de la maison, quand vous n'êtes pas responsabilisé parce que tout simplement, vous n'avez pas d'emploi, quand même les décisions les plus banales au niveau de la famille, vous n'êtes pas associé parce que vous n'avez pas de ressources que vous amenez au niveau de la famille. À partir de ce moment-là, naturellement, l'enfant ou le jeune, il est encore plus vulnérable, il est encore plus faible. D'accord. Charles. Bon, en fait, à mon avis, je pense que c'est un problème de formation. Au Sénégal, les gens sont, bon, surtout les jeunes, sont formés et formatés pour travailler dans l'administration ou bien pour être des employés. Mais personne ne forme les jeunes pour demain avoir le diplôme et quelque part créer leur entreprise. Ce qui fait que, bon, si on a l'impression que si on n'est pas salarié, si on ne travaille pas pour l'État, on ne travaille pas. Donc, ce qui fait que, bon, les jeunes, ils sont là. Il y a les jeunes qui ont les capacités de créer des emplois, de créer leur propre affaire, leur propre business, mais ils ne peuvent pas le faire. En fait, ils n'ont pas confiance en eux parce qu'on ne les a pas formés, on ne les a pas préparés à demain à être le propre chef d'entreprise. Donc, à mon avis, il faudrait repenser toute la formation pour faire en sorte que, bon, le jeune, après son bac peut-être, qu'on puisse le préparer demain à avoir un métier, mais surtout un métier indépendant. Justement, dans beaucoup d'écoles de formation de la place, il y a des centaines de jeunes qui viennent faire de la formation professionnelle tout le temps. Charles disait que dans cette formation professionnelle, on les apprend surtout à servir et non à se prendre en charge. Mais si les jeunes ne prennent pas le risque, le facteur risque que vous évoquiez tout à l'heure, M. Thiam, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont vu plusieurs de leurs aînés prendre ce risque-là et échouer? Est-ce que ce n'est pas cette série d'échecs-là qui fait qu'aujourd'hui, on se dit que ce qui est plus sûr, la sécurité, comme vous disiez tout à l'heure, c'est aller dans la fonction publique? Non, en fait, c'est plus profond que cela. Ce n'est pas le jeune qui hésite à prendre le risque. C'est la société qui ne lui permet pas de prendre le risque. Aujourd'hui, par exemple, tu dis, écoutez, je démissionne de Wolf, je vais monter mon agence de com, ton épouse, tes parents et autres vont dire, mais attends, tu es devenu fou. Oui. Comment est-ce que tu vas le faire? Pourquoi? On va te mettre une pression telle que tu vas retourner dans un emploi salarié. Absolument. Et pourtant, s'il dit par exemple qu'il a a peut-être échoué 4 ou 5 ou 6 fois avant de réussir à monter un truc. Et pourtant, ton père, ta mère ou ton épouse serait prête à s'endetter, à vendre tous ses bijoux pour trouver 4-5 millions qu'elle te remettra pour aller prendre les pirogues pour tenter l'immigration clandestine. Et c'est plus risqué. Et c'est beaucoup plus risqué. Malheureusement, c'est ça, cette aberration de notre société. Et Edouard le disait tout de suite, c'est l'hypocrisie de notre société, en réalité. On est prêt à te faire prendre le risque d'aller en pirogue vers l'Espagne, d'être marchand ambulant là-bas, pour vendre des babioles, et personne n'est prêt à te financer la moitié, pour 4 ouvrir une millions, boutique. Pour ouvrir ta boutique, ouvrir un centre de prestation de services, de transfert d'argent ou autre,
ou même ouvrir une petite agence de com pour montrer qui est conforme à ta formation. On n'est pas prêt à le faire. Parce que tout simplement, on revient à ce système-là. Est-ce que nous avons suffisamment confiance au système sénégalais? Oui. Le système, Charles disait tout à l'heure qu'il faudrait revoir peut-être tout le système de formation, mais j'ai l'impression à vous entendre que, au-delà de la formation, c'est même la société, peut-être le fonctionnement de l'État, de la société qu'il faudrait repenser. C'est effectivement, c'est nous, c'est l'homo sénégalensis qu'il faudrait peut-être repenser. Il faudrait que celui-là, cet homo sénégalensis-là, se reprenne en main et se pose les bonnes questions. Est-ce que nous pensons, nous sommes convaincus que c'est l'État du Sénégal qui va nous donner un emploi, c'est l'État du Sénégal qui va nous donner le cadre pour travailler, c'est l'État du Sénégal qui doit nous employer, ou bien c'est à nous de travailler pour qu'Edouard soit en mesure de nous taxer. C'est ça le principe. Il faut maintenant qu'on crée de l'emploi. Est-ce que les pouvoirs publics, dans leur politique de tourisme, Edouard évoquait tout à l'heure tous les échecs qu'il y a eu dans les politiques de développement. Est-ce que quand on établit des politiques de développement dans ce pays, on sent une volonté de l'État de permettre à chaque citoyen de pouvoir se prendre en charge? Non, attends, Moustapha, il faut qu'on se mette d'accord. Il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Oui. Toutes les politiques de développement qui ont été mises en place dans ce pays ont été des politiques importées et clonées, qui ne répondent à aucune réalité sociale. De ce fait, ces politiques étaient vouées à l'échec dès le départ. Ces politiques étaient des politiques extraverties destinées à satisfaire un bailleur. Ce n'était pas destiné à régler le problème de l'emploi, à régler le problème du développement. Aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup de programmes pour l'emploi des jeunes, on a beaucoup de programmes pour le financement des jeunes, on a beaucoup de programmes pour l'accompagnement des femmes, l'autonomisation des femmes, mais ça fait 50 ans que ça dure. Et ce sont les mêmes programmes, le même format. Et c'est dirigé par qui? C'est dirigé par des personnes qui n'ont jamais créé un seul emploi. Parfois qui n'ont jamais travaillé. Ah, bon, ça... Edouard, l'homo sénégalais, il en a parlé tout à l'heure, parlons-en. Est-ce que le Sénégalais, qu'il s'appelle Moustapha ou Charles ou Edouard, est-ce que parfois on ne vit pas trop de notre passé? C'est-à-dire qu'on pense tout le temps que ce que le Sénégal d'il y a 10 ans, les Sénégalais d'il y a 20 ans ou 50 ans étaient meilleurs que les Sénégalais actuellement du point de vue de la formation, de la volonté et tout. Est-ce qu'on ne vit pas trop de notre passé et qu'on ne s'engage pas véritablement vers un futur, un avenir? C'est-à-dire que moi, je suis étonné et souvent sidéré quand j'entends certains discours dans ce pays, qu'on a comme l'impression que notre tradition ou nos valeurs doivent être des valeurs figées. La culture, elle est par essence dynamique. Et donc, pour réinventer un futur ou pour envisager un avenir beaucoup plus radieux, fondamentalement, il faudrait que les gens comprennent que les modes de faire ou les modes d'agir d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans, aujourd'hui, ne peut plus prospérer. Et qu'un homme, je pense qu'un homme, ce qui le définit, c'est sa capacité à s'adapter par rapport à n'importe quelle situation. Pour revenir en fait à ce climat, à cet homo sénégalensis, moi j'ai discuté avec un ami qui avait en fait il avait des champs au niveau d'un village à Tiadiaï. Et il avait envisagé de faire une campagne d'oignons et de se lancer dans l'agriculture. Mais il m'explique en me disant qu'en réalité, il y a deux problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est après production, l'écoulement. Oui. Et ça, c'est l'État. La politique de prix avec... Mais à côté de ça, c'est d'un point de vue macro. Mais d'un point de vue micro, c'est-à-dire, il me dit, effectivement, même les ouvriers, quand il n'est pas là, ou quand il reste 1 semaine ou 2 semaines sans venir, en fait, les ouvriers se comportent d'une certaine manière qui n'est pas du tout catholique ou qui n'est pas du tout orthodoxe. C'est vrai qu'à ce niveau-là, aussi, si vous voyez que les gens aujourd'hui, ils préfèrent investir dans l'immobilier, acheter un terrain construit et être des rentiers, plutôt que prendre 200 millions. Ils vont préférer prendre 1 milliard, mettre ça dans un immeuble, plutôt que de mettre 50 millions dans un business. Oui. Parce qu'avec l'immoble, il y a moins de risques. Il y a moins de risques. Il y a moins de risques. Oui. Et à ce niveau-là,
Ça, il y a des risques qui sont inhérents à tout investissement. Mais quand c'est des risques qui sont inhérents à l'homme lui-même et à ses valeurs, c'est là où il y a un problème. Et à ce niveau-là, il faudrait que l'homo sénégalensis comprenne que quand il travaille quelque part ou quand il est employé quelque part, il doit tout faire pour préserver cet outil de travail. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui après échouent, mais après ils ne veulent plus se lancer dans aucun business parce que tout simplement, ils ont subi tellement de coups bas de la part de leurs collaborateurs que finalement, à un certain moment, ils disent « basta, c'est bon ». Ben oui. Ça tombe bien, Edouard, parce que là, nous, on parle de manque de confiance. Vous nous dites qu'il y a beaucoup qui se lancent dans des business, mais qui après échec, ne reprennent pas simplement parce qu'ils ont été déçus par les coups bas, les comportements de certains de leurs collaborateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, Edouard, il n'y a pas dans notre pays, surtout dans les entreprises, qu'il s'agit du privé ou du public, au-delà du manque de confiance, un manque de sérieux? Quand on sait qu'on vient au bureau très tard, quand nos bureaux, nos lieux de travail sont transformés en grands places, et très souvent, l'outil de travail, on ne le préserve pas. On pense que ce qui nous lie à l'entreprise, c'est simplement un salaire et c'est terminé. C'est là où c'est extrêmement grave. Aussi bien dans le privé et peut-être même dans la vie de tous les jours. C'est ça en fait. Parce que en fait, quand vous prenez une entreprise, en fait, ce n'est que les comportements que vous avez là-bas ne sont que des comportements symptomatiques de ce qui se passe dans la famille ou dans la société. Quand, par exemple, vous faites un courrier, vous adressez une requête à une autorité ou à un service, vous restez 3 mois, 4 mois, il n'y a pas, ne serait-ce qu'une réponse même négative. Ça pose problème. Ils ne vont pas d'accuser de réception. Peut-être ils vont même accuser réception du courrier, mais ils ne vont pas réagir. Et il faut que, naturellement, dans les autres pays, ça ne se passe pas. Vous faites le courrier, mais le lendemain ou 24 heures, ils ont des délais de traitement. Vous recevez en fait un feedback par rapport à la requête que vous avez. Mais il se trouve que malheureusement, à ce niveau-là, il faudra que l'État essaie de faire énormément d'efforts à ce niveau-là pour que les fonctionnaires comprennent que les citoyens également, quand il y a une requête qui est formulée, que au moins, même s'il doit être rejeté, que au moins l'autorité qui ait une réponse. Alors, et je terminerai par là, peut-être. En fait, ce manque de sérieux de l'homo sénégalensis, il y a souvent un ami qui, pour me taquiner, il me dit, tu sais, dans ce pays-là, on ne fait que du taf yengel. Oui. Parce qu'en réalité, on a comme l'impression que peut-être on n'a pas envie de se développer, on n'a pas envie d'aller de l'avant, parce qu'il y a certains comportements qui, en réalité, ne nécessitent même pas de l'argent. C'est qu'aujourd'hui, la propreté à Dakar, vous prenez juste le problème de la propreté à Dakar. Au-delà, peut-être des moyens logistiques que l'entente qu'à Dakar, ou aujourd'hui, la nouvelle structure qui gère les ordures aujourd'hui, on aurait pu diviser par 3 ces moyens-là s'il y avait un changement de comportement des Sénégalais. Donc il faut investir sur le comportement. Il faut investir sur l'homme, il faut investir sur cette jeunesse-là, il faut investir dans la famille. Justement, parlant d'investir sur l'homme, vous êtes enseignant, vous avez des étudiants qui cherchent des stages, donc qui sont peut-être en entreprise ou qui espèrent y être. Est-ce que dans le constat de tous les jours, vous ne remarquez pas qu'il y a aujourd'hui, nous avons, nous, jeunes Sénégalais, un problème avec l'autorité? Est-ce qu'on n'a pas envie de défier l'autorité? Quand il s'agit du président de la République ou bien d'une institution, on a peu de respect pour l'institution. Quand on sort, tout ce qui est couleur nationale et tout ça ne nous intéresse pas. Quand on est dans le privé, quand le patron prend des décisions, les employés sont les premiers à dire non, on ne l'accepte pas. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui un problème avec l'autorité? Est-ce que l'autorité existe au Sénégal? Bonne question. Non, parce que, en fait, posez-moi la question. Vous me dites autorité publique, autorité étatique, le patron et autres. Oui. Mais aujourd'hui, on ne fait que copier ce que l'autorité, entre guillemets, fait.
C'est l'autorité qui se lance dans la prévarication de nos ressources. Comme vous le disiez, on va lancer une institution qui est jugée par certains comme étant inutile, budgétivore, qui est jugée par certains. Oui. D'autres diront non, elle est importante. Mais quoi qu'il en soit, la question est de savoir, par exemple, aujourd'hui, on a des institutions, on a des organes, on prend un cas très simple, qui est choquant et qui me choque. On a voté une loi pour empêcher les sachets en plastique. Oui. On l'a voté avec tambour et trompette. On a voté cette loi, on demande l'application. Aujourd'hui, partout dans toutes les boutiques, on vend encore ces sachets. Tu vas en Gambie, la loi a été votée après nous. Le lendemain, le week-end, il n'y a plus de sachets plastiques. C'est terminé. C'est terminé. C'est-à-dire qu'on accuse Yahya Jammeh de tous les noms autres, au moins ces décisions sont appliquées. Au Sénégal, on a des contrôleurs économiques qui sont chargés de veiller à cela. Quel est le contrôle économique qui va avoir un boutiquier pour dire, écoutez, les sachets là, ça ne se fait pas? C'est la même chose avec le loyer. Non, le loyer, tout le monde disait que le loyer c'était fait, mais tout le monde savait que le prix du loyer allait augmenter. Parce que tout simplement, c'est ça le problème. On prend des décisions, quand l'autorité prend des décisions à la légère, et on se rend compte que cette autorité, ce qu'elle dit, elle ne se fera pas, parce que tout simplement, elle a mal calculé, elle a mal analysé. Et donc finalement, ce n'est plus une autorité. Donc on ne la défie plus, c'est qu'elle n'existe plus. Et elle n'existe plus de sa faute. Le fait maintenant, moi jeune, toi jeune, un autre jeune qui est là, va se poser la question. Si j'investis au Sénégal, si je travaille au Sénégal, si je me lance dans le travail au Sénégal, qui est-ce qui me garantit la sécurité de mon activité, vu qu'il n'y a plus d'autorité? Tu prends un Sénégalais, Edouard, il va en France, il va aux États-Unis, il va au Canada, il va au Nigeria, il va en Afrique du Sud, il fait 1 an ou 2 ans là-bas, il revient avec une nouvelle mentalité. Absolument. Il se lance dans de nouvelles choses et dit, mais je ne comprends pas, comment est-ce qu'on peut faire ces choses-là? Comment est-ce que je peux envoyer un courrier et attendre 3 mois, 4 mois sans avoir de réponse? Sans qu'on me dise, voilà. On dit finalement, le problème c'est ça. L'autorité a disparu depuis très longtemps. Il n'y a pas de problème. Bon, là on est pas trop pessimiste, mais on est pessimiste quand même. Donc, à mon avis, il ne faudrait pas désespérer, hein, parce que nous avons la capacité aussi de faire un sursaut et de dépasser ces freins à l'emploi et au manque de confiance. Il suffit juste de former les jeunes, de les conscientiser. Et comme tu le dis, hein, l'autorité qui est là, elle n'est plus respectée. L'autorité est absente et voilà, c'est ça. Donc il appartient maintenant à l'autorité de se faire respecter. Et pour ce faire, elle existe. Je pense qu'elle existe quand même. Elle existe, mais même si elle n'est pas trop présente. Elle a failli à sa mission. Voilà. Ah, ouais. Charles, là où je ne suis pas trop d'accord avec ça, c'est que dernièrement, j'ai rencontré un jeune dans un restaurant, il veut allumer sa cigarette. Ben, je lui dis, il est interdit de fumer dans un espace public. Il me dit, ah bon? Moi, je dis oui, et que le décret a été signé. Il me dit, mais ce sera très difficile d'appliquer cette loi-là. Moi, je lui dis, le problème, c'est pas est-ce que c'est difficile ou pas, est-ce que toi, tu es disposé à respecter cette loi-là? Absolument. Et que même si tu ne savais pas, je t'informe, je te rappelle que la loi a été votée et que si tu veux fumer, tu peux aller à la terrasse fumer. Mais il me dit, de toute façon, j'ai déjà allumé ma cigarette, donc je ne peux plus sortir. Donc, vous voyez, là, c'est pareil. Le chauffeur, devant arriver au feu, s'il ne voit pas l'agent de la circulation, est-ce qu'il doit s'arrêter parce que l'agent est là ou est-ce qu'il doit s'arrêter parce que le feu il est rouge? C'est ça fondamentalement le problème. Il ne faudrait pas qu'on respecte la loi parce que tout simplement il y a un système répressif qui est là. On doit respecter la loi. Vous allez en France, mais à la limite c'est tellement banal parce que vous voulez en fait même traverser la chaussée. Quand le feu il est vert pour les piétons, les voitures s'arrêtent. Mais ici, le feu il peut être vert pour les piétons, le Ndiaga Ndiaye ou le car rapide, ce n'est pas son problème.
Il vous tue et bon. Et il vous tue après maintenant. Est-ce que ce n'est pas quelque part, Edouard, parce que les Sénégalais ont le sentiment que ce ne sont pas les meilleurs d'entre eux qui les dirigent. Est-ce que ce n'est pas cela le problème? Quand on voit par exemple ceux qui votent les lois, c'est les députés, quand on voit leur comportement de tous les jours, quand tu rencontres certaines autorités censées prendre des décisions dans certains lieux, Edouard, vous vous dites quelque part que ce monsieur-là, ce qu'il vote, je ne suis pas obligé de l'appliquer. Oui, mais ces gens-là Oui. ne nous viennent pas de l'enfer. Absolument. Ils viennent des familles. C'est des Sénégalais. C'est des Sénégalais comme nous. Et souvent, moi j'ai l'habitude de dire, souvent il y a beaucoup de gens qui tirent à boulet rouge sur ces gens-là. Alors que même les gens, souvent les gens qui critiquent, ils feraient même pire que ces gens-là. Parce que quand tu vois leur comportement de tous les jours, naturellement, la proportion n'est pas la même. Parce que quand vous êtes député, vous gérez des choses beaucoup plus peut-être importantes. Mais un chauffeur d'un Ndiaga qui brûle le feu, parce que tout simplement il est pressé. Moi je considère que ce chauffeur-là, il serait à l'Assemblée nationale, il violerait la loi en fonction de ses intérêts. Et ça, ce problème-là, en fait, c'est un problème sénégalais. Maintenant, là, l'autorité, forcément, il faudra qu'on procède à une restauration de l'autorité. Naturellement, avec une sanction. Parce que ce qui est bizarre, prenez l'avion avec des Sénégalais. À l'aéroport, c'est du n'importe quoi de Dakar. Arrivé à Charles de Gaulle, tu ne les reconnais plus. Même quand ils ont du chewing-gum, quand ils enlèvent le chewing-gum de leur bouche, ils cherchent où est-ce qu'ils vont mettre ça. Mais si c'était à Dakar... Mais l'inverse, vous prenez l'avion avec eux à Charles de Gaulle, ils prennent la queue comme tout le monde. Arrivé à Dakar, mais tu ne les reconnais plus. Et ça, finalement, tu te dis, ce sont les mêmes personnes. Absolument. Mais en fonction de l'environnement, parce qu'ils se disent que de toute façon, ici, ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. De l'autre côté, ce n'est pas possible. Donc l'arsenal répressif est important. Il faut l'appliquer. Est très important. D'accord. Alors, pour terminer, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, aujourd'hui, que faudrait-il faire pour redonner confiance aux plus jeunes, aux jeunes? Ah, ça, c'est une question conne. Parce qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt, d'abord, la première chose, c'est dans notre famille, il faut qu'on nous pousse à être beaucoup plus indépendants, à avoir envie de créer. Et on a l'intelligence, on a la capacité, on a les moyens pour. Oui. Mais seulement, comme il a dit, pourquoi est-ce qu'on change d'attitude en fonction du lieu où on est, comme ça à Dakar ou à Paris? C'est parce que c'est l'environnement qui nous amène. À un moment donné, ce sont ces facteurs exogènes-là qui vont déterminer de notre destinée. Ce n'est pas nous. Nous, on a nos capacités, on a nos compétences. On est bon ou on n'est pas bon. Mais au moins, on est là. Maintenant, c'est le coach, c'est l'environnement qui va nous pousser à nous dépasser, à aller au-delà. Et malheureusement, si on se rend compte que ceux qui sont là devant, en train de parler, en train de lancer des programmes, en train de nous encadrer, de devoir nous encadrer, ceux-là ne le font pas. On se dit, on est laissé à nous-mêmes. Notre environnement juridique peut-être ne nous permet pas de créer, ou bien les processus sont très lentes. Alors, et la société, on est là. On ne peut pas vendre. Aujourd'hui, au Sénégal, malheureusement, tout le monde est commerçant. Tout le monde est vendeur à la sauvette. Et si tout le monde vend, qu'est-ce qu'il va acheter? C'est un vrai problème. L'artisanat doit être notre premier secteur d'activité. L'artisanat est mort. Le bâtiment, l'agriculture, on n'est pas dedans. On veut tous être en costume, cravate, avec un véhicule climatisé, avec un chauffeur comme Edouard, dans un bureau. Mais aucun de nous n'a envie de faire autre chose. Parce que tout simplement, le système, notre environnement ne nous permet pas de faire autre chose. Charles, je vais vous poser une question rapidement. Ensuite, on donne la parole à Edouard pour terminer. Vous, des médias, ou bien nous, des médias, est-ce qu'on n'a pas parfois une responsabilité dans ce qui se passe quand on voit le profil des personnes dont nous faisons la promotion, ce que nous montrons aux Sénégalais comme exemple, est-ce que ce n'est pas aussi une responsabilité des médias? Les contre-valeurs que nous montrons aux enfants. Voilà. Non, en fait, parce que bon, c'est vrai que bon, les médias ils mettent en avant, disons, l'aspect commercial.
Donc, Ils sont commerçants comme... Voilà, commerçants, voilà, c'est ça. En fait, ils mettent en avant les personnes qui sont susceptibles de vendre. Voilà, effectivement, c'est ça. Mais quand même, je pense que, bon, même en dehors des médias, en dehors de l'État, les jeunes doivent, disons, s'engager ou bien du moins être résolus à être leur propre maître en affaires et en business. Tu vois, arrêter, disons, d'attendre tout de l'État et des parents. À mon avis, si on fait ça, on peut s'en sortir. Alors, Edouard, pour amener ces jeunes-là à reprendre confiance en eux-mêmes, à être plus rigoureux, à avoir plus de sérieux, puisque vous disiez tout à l'heure qu'il y a un manque de sérieux, ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Repenser le système, ou vous dites qu'il nous faut un leader du genre peut-être Yaya Jammeh qui peut respecter ses décisions. Mais vous dites quelque part que ce leadership-là qui a été incarné par des gens comme Nelson Mandela, peut-être même avant Nelson Mandela, ce genre de leader-là n'existe plus en Afrique. Il faudrait peut-être des résolutions d'ensemble pour que tout change. C'est vrai que, comme l'a dit Charles, il faudrait peut-être ne pas désespérer de cette jeunesse africaine en général et de cette jeunesse sénégalaise en particulier. C'est vrai que quand on vous raconte certaines histoires, moi je connais quelqu'un qui est en France, ça fait bientôt 5 ans, il est sans papier, sans ressources, il ne peut plus revenir. C'est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller sans savoir exactement ce qu'ils vont trouver de l'autre côté, pensant tout simplement que ce paradis ou cet Eldorado-là se trouve ailleurs. Mais je pense que la première responsabilité, c'est d'abord la responsabilité de l'État, qui doit mettre en place un cadre qui permette à cette jeunesse-là de pouvoir regagner en fait cet espoir-là, qui sans ça, en réalité, on ne pourra jamais espérer émerger. Deuxièmement, quand l'État aura peut-être mis en place les familles, l'éducation d'abord des enfants. Et ça, comme je l'ai dit, il faut que chacun comprenne qu'il a une responsabilité. Chaque père de famille sache qu'il a une responsabilité. On ne peut pas non plus mettre des enfants au monde comme on veut et après laisser ces enfants-là se débrouiller tout seuls. Il y a une responsabilité. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas fait les bons ou ils n'ont pas pu, en tout cas, poursuivre leurs études parce que tout simplement, les moyens à la maison ne suivaient pas. Et ça, au-delà des efforts que l'État doit faire, les familles, effectivement, les parents ont une responsabilité qu'ils doivent assumer. D'accord. Et après, maintenant, essayer de voir à un niveau personnel. Il faudra que l'homme sénégalais procède à une rupture. C'est vrai qu'on avait attendu cette rupture-là, on l'attend jusqu'à présent, mais je pense que le régime, on l'espère et que peut-être cette jeunesse-là, peut-être va regagner confiance, mais j'avoue que c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Edouard Sène, merci. Merci. Je rappelle beaucoup. que vous êtes inspecteur des impôts et que vous étiez avec Guy Silva Thiam, professeur de finance à l'université de Bambey, les invités de ce numéro d'Agora que j'ai eu énormément de plaisir à vous présenter avec mon confrère Charles Gueye qui vient de Walf Quotidien. Merci d'avoir suivi, à bientôt.